Bismillahirrahmanirrahim. En complément aux vidéos précédentes sur les caractéristiques physico-chimiques du sol, aujourd'hui nous allons voir les matières organiques du sol. La vidéo précédente, nous avons vu les éléments minéraux du sol en relation avec la nutrition minérale. Aujourd'hui, nous allons voir les matières organiques du sol et on va suivre le plan du cours suivant. Après une introduction, on va voir les différentes formes de matières organiques, à savoir les matières organiques vivantes, les matières organiques libres et les matières organiques stables, le rôle de ces matières organiques, leur rôle dans le complexe argilo-humique et d'autres fonctions des matières organiques du sol. Et puis l'évolution du matière organique, c'est-à-dire vous avez l'humification, la minéralisation et les facteurs qui influencent cette évolution. Alors, les matières organiques du sol, introduction. Donc, on entend par matière organique toute matière qui comporte du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et d'autres éléments comme l'azote, le soufre, etc. Alors, minimum, vous avez donc le carbone et l'hydrogène. Les matières organiques du sol sont composées de 58% de carbone organique en moyenne. Ils libèrent du dioxyde du carbone et des composés organiques en se décomposant sous l'influence du climat et des conditions ambiantes du sol. Donc, une minéralisation complète du carbone va libérer du CO2. Et il est incomplète, il va libérer des composés organiques. Et donc, la dégradation de la matière organique, il est influencé par les conditions climatiques, température, humidité, etc. Alors, l'évolution du stock de carbone organique dans les sols résulte de l'équilibre entre les apports de matière organique végétale au sol et leur minéralisation. Et donc, il y a une constante d'humification et de minéralisation qui peut être calculée et qui va donner une idée sur ces stocks-là. Le sol représente le plus grand réservoir de carbone de la biosphère continentale, contenant environ 2 fois le stock de carbone atmosphérique et 3 fois le stock de carbone contenu dans la végétation. Par exemple, vous avez 40 tonnes par hectare en sol cultivé et 65 tonnes de carbone par hectare sous les prairies. Alors, une augmentation des stocks de carbone organique dans les sols cultivés, il peut jouer un rôle significatif dans la limitation des émissions nettes de gaz à effet de serre vers l'atmosphère en stockant le CO2, le gaz carbonique atmosphérique, dans la matière organique des sols. Les différentes formes de matière organique. Alors, le terme matière organique du sol regroupe l'ensemble des constituants organiques morts ou vivants, d'origine végétale, d'origine animale ou microbienne, transformés ou non, qui sont présents dans le sol. Donc, les différentes formes de matière organique, vous avez tout ce qui existe à la surface du sol ou à l'intérieur, tout ce qui est formé du carbone, d'hydrogène, soit vivant, soit mort, soit en activité, représente la matière organique. Il représente 1 à 10% de la masse des sols. Donc, il représente une faible proportion par rapport à la composition minérale. Donc, ils se répartissent en 3 groupes. Nous avons la matière organique vivante, la matière organique fraîche et la matière organique stable. La matière organique vivante, qui est formée par des micro-organismes vivants, vous avez la faune, formée par la microfaune, mésofaune et macrofaune. Et vous avez la microflore, bactéries et champignons. Donc, il englobe la totalité de la biomasse en activité. Donc, tout ce qui est vivant, les vers de terre, les bactéries et les champignons du sol. Ces matières organiques, ils sont très disponibles pour les plantes. Dès que ces micro-organismes meurent, leurs éléments sont rendus possibles. Alors, deuxième forme de la matière organique, c'est la matière organique facilement décomposable ou bien libre. Libre par opposition à la matière organique stable qui est liée. Alors, matière organique facilement décomposable, ce sont des matières organiques grossières avec une taille supérieure à 0,05 mm. Ils sont formés par des matières organiques fraîches, comme des débris d'origine végétale, les résidus, les végétaux et les exudats, comme des débris d'origine animale, les déjections et les cadavres, comme des débris d'origine fongique et microbienne, comme les cadavres et les exudats également.
est associée, c'est-à-dire cette matière organique fraîche, elle est associée aux composés organiques intermédiaires qui sont issus de l'activité de la biomasse microbienne. Ils sont appelés produits transitoires. Donc, c'est l'évolution de la matière organique fraîche. Et donc, la matière organique facilement décomposable, elle est disponible pour les micro-organismes. Donc, troisième forme de matière organique, c'est la matière organique stable. On dit qu'elle est également liée parce qu'on la trouve liée aux argiles. Alors, les matières organiques stables, ce sont des matières organiques fines par rapport aux matières organiques facilement décomposables. Dont la taille il est inférieure à 0,05 mm. Ça veut dire que vous avez au départ de la matière organique qui se décompose. Il se décompose en éléments grossiers. Il vous donne la matière organique fraîche. Mais lorsqu'il se décompose de plus en plus en éléments fins, il vous donne la matière organique stable. Donc, c'est elle qui va se lier aux argiles pour former le complexe argilo-humique. Ces matières organiques sont moins disponibles pour les plantes et pour les micro-organismes. Ils ne libèrent que progressivement les éléments nutritifs. Ils participent surtout au pouvoir tampon du sol. Alors, ces composés organiques stables, ce sont des composés organiques stabilisés. Ils sont formés par des matières humiques ou l'humus. Bien l'humus. Ils proviennent de l'évolution des matières organiques fraîches. La partie humus, dans ces matières organiques, il représente 70 à 90% du total. C'est-à-dire, dans les matières organiques, les trois formes, celle qui est la plus importante, qui forme la masse la plus importante, c'est l'humus. C'est cette matière organique qui est stable. Alors, cette figure représente la composition des matières organiques et leur temps de résidence dans le sol, c'est-à-dire turnover. La composition des matières organiques du sol, comme vous voyez, donc on a vu que les particules minérales, ils représentent jusqu'à 90%, alors que la matière organique de 1 à 10%. C'est-à-dire que vous avez le sol, il est formé surtout de particules minérales, alors la matière organique, il ne représente qu'une faible proportion. Alors, dans cette matière organique, comme vous voyez ici, vous avez l'humus qui est stable et une fraction active. C'est là où on trouve la matière organique fraîche et la matière organique vivante. Et dans cette fraction active, c'est elle qu'on trouve, comme je vous ai dit, la matière organique facilement décomposable et la matière organique vivante. Alors, si on prend ce tableau-là, vous avez la quantification des principales fractions des matières organiques du sol. Le cas d'un sol de grande culture du bassin parisien. Vous avez ici le type de matière organique, vous avez la quantité et le pourcentage. Alors, la microfaune et la biomasse microbienne représentent la matière organique vivante. Vous avez la microfaune, il représente 1%. La biomasse microbienne, il représente 2 à 5%. Nous avons ici les résidus organiques frais libres et les résidus organiques évolués qui forment la matière facilement décomposable. Vous avez ici, pour les résidus organiques frais, vous avez de 0 à 10%, pour les résidus organiques évolués, 5 à 10%. Et nous avons l'humus ou bien la matière organique stable qui représente un pourcentage de 90%. Donc, vous avez une forte proportion de l'humus. Alors, en ce qui concerne le turnover, le temps de résidence de ces matières organiques, comme vous savez, donc ici, vous avez la matière organique stable, c'est-à-dire rester dans le sol jusqu'à 1000 ans, c'est pour ça on dit qu'il est stable. Pour la matière organique facilement décomposable, les débris végétaux, les métabolites, ils peuvent rester de 2 à 30 ans. La matière organique vivante, c'est elle qui a une durée de vie, le temps de résidence dans le sol le plus court. Vous avez de 6 mois à 2 ans. Dans un sol équilibré, on compte à peu près de 90% de matière organique liée, c'est-à-dire l'humus, 8% de matière organique libre et seulement 2% de matière organique vivante.
Alors, la matière organique vivante ou la biomasse en activité. Ce tableau-là représente les différentes familles qui constituent la matière organique vivante et leur part relative dans le sol. Donc, la matière organique vivante, elle est composée par la faune et la microflore. Dans la faune, vous avez la microfaune, formée par exemple par les protozoaires et les nématodes, et le mésofaune, formé par les arthropodes inférieurs comme les collemboles et les acariens, comme les annélides. Et la macrofaune, formée par exemple par la taupe, les hérissons, les lombrics, les araignées, les myriapodes et les fourmis. Vous avez la microflore, elle est formée par les bactéries, surtout les champignons, et également il y a les algues. Vous avez donc ici le nombre d'espèces, la taille, l'abondance, la biomasse, et ici vous avez les fonctions et les régimes alimentaires. Donc, comme vous voyez donc ici, par exemple, pour les microphones, ils ont une fonction comme régime alimentaire, ils ont les champignons et les bactéries et les débris organiques et les algues. Pour la mésofaune, comme régime alimentaire, les résidus de végétaux, les algues, les champignons et les bactéries. Et pour les macrophones, résidus des végétaux, cadavres d'invertébrés, champignons et bactéries. Pour la microflore, vous avez les bactéries, les champignons, la matière organique, donc comme régime alimentaire, la matière organique et l'azote atmosphérique, et résidus végétaux, parasites, symbiotes et mycorhiziens. Donc, ce qu'on peut retenir d'ici, que vous avez, c'est-à-dire vous avez la faune et la microflore. La faune, il va décomposer la matière organique en gros morceaux, en gros éléments. Et ce qui va finir la décomposition en particules très fines, ce sont les bactéries et les champignons. Donc, par exemple, si on prend la mésofaune, ce sont des broyeurs de feuilles. Donc, ils vont pouvoir décomposer les feuilles en petits morceaux. Et ce qui va les décomposer en particules plus fines, c'est-à-dire inférieures à 0,05, ce sont les bactéries et les champignons. Ce sont eux qui assurent la minéralisation. Donc, vous avez l'humification, c'est la dégradation de la matière organique, la formation de l'humus, donc qui se fait par les bactéries, les champignons et les faunes. Vous avez par exemple les protozoaires et les collemboles par exemple, les lombrics. Et vous avez la minéralisation qui va être assurée par des bactéries et des champignons. Alors, en ce qui concerne l'activité biologique des sols en détail, on va voir un cours à part à propos de l'activité biologique. Alors, B, les matières organiques facilement décomposables. Donc, les matières organiques facilement décomposables, vous avez 2 points. Vous avez les débris d'origine végétale ou animale, la matière organique fraîche, et vous avez les produits transitoires qui sont les métabolites. Les débris d'origine végétale ou animale, c'est-à-dire les matières organiques fraîches, ils correspondent aux débris d'origine végétale et d'origine animale liés aux activités de surface et au couvert végétal, forêt, prairies et cultures. Donc, on va les trouver à la surface du sol. Ils sont composés de substances hydrocarbonées, de matières azotées et de sels minéraux libres. Substances hydrocarbonées comme les sucres solubles, l'amidon et cellulose. L'amidon et les celluloses, ce sont donc des condensations de produits simples, ou bien la liline, qui sont des produits de condensation de polyphénol. On trouve également des matières grasses et des résines. Les matières azotées sont surtout sous forme de protéines. On trouve également des sels minéraux libres, les cendres, comme le calcium, magnésium, potassium, sodium. Ces substances, ils peuvent être faciles à décomposer et servent alors d'éléments énergétiques aux bactéries. Donc, vous avez donc les sucres, l'amidon, la cellulose, les protéines, ou bien ils peuvent être attaqués plus lentement et plus partiellement, laissant d'importants résidus comme la lignine, les matières grasses et les tanins. Donc, on a les débris d'origine végétale ou animale et on a les produits transitoires qui sont les métabolites. Ce sont les maillons de cette chaîne de transformation partant de matières organiques fraîches
à très grosses molécules et aboutissant pour la plupart à des substances minérales simples, à petites molécules, comme du gaz carbonique et de l'eau. Donc, si on a la minéralisation complète, comme du gaz carbonique et de l'eau, des matières minérales, telles que les nitrates, les phosphates, les carbonates et les sulfates, ainsi que du potassium, du calcium et du magnésium. L'essentiel des minéraux fournis par la minéralisation des matières organiques provient des produits transitoires. Troisième forme de l'humus qui forme la fraction la plus importante, c'est donc les composés organiques stabilisés. Ils comprennent les substances humiques et les composés inertes. Les substances humiques avec donc l'acide fulvique, les acides humiques et les humines. Et les composés inertes qui sont les charbons. Alors, les substances humiques représentent 70 à 90% de matière organique du sol. Donc, on a vu les trois formes de matière organique. Maintenant, on verra le rôle des matières organiques dans le sol. Donc, le rôle le plus important, c'est la formation du complexe entre l'argile et l'humus. Et donc, leur capacité d'échange en cation. Donc, l'humus, comme on a vu, donc ça, ce point-là, on l'a vu déjà, mais on va faire un rappel. L'humus et l'argile sont associés en un complexe, c'est le complexe argile-humique. L'humus, il va protéger l'argile en retenant l'eau et évite sa dispersion. Et l'argile va protéger l'humus de l'action des micro-organismes en ralentissant sa minéralisation et sa dégradation. Alors, l'argile et l'humus, ils forment un colloïde qui permet de stabiliser le sol. L'argile et l'humus sont reliés entre eux par des cations, comme le calcium, le fer ferreux ou bien le fer ferrique. Nous avons vu, nous, le cas du calcium seulement. Alors, tous les cations n'ont pas le même pouvoir flocculant. Le pouvoir flocculant du calcium, il est plus important que les protons hydrogène, que le magnésium, que les ions magnésium, que les ions potassium et que les ions sodium. Ainsi, parce qu'il fixe les cations, donc on a vu que le complexe argilo-humique il est négatif, donc il va fixer des cations, donc le complexe représente le garde-manger de la plante. Donc ça, ce point-là, on l'a déjà vu. Les deux caractéristiques du complexe argilo-humique, c'est le pouvoir adsorbant des colloïdes, c'est leur pouvoir adsorbant. Donc l'adsorption, c'est la rétention des composants à la surface d'autres composants sans liaison forte. Le complexe argilo-humique il est chargé négativement sur sa surface. Il peut fixer les cations du sol. Donc, comme ici, nous avons le complexe argilo-humique. Vous avez là, il attire, donc il fixe les protons, le potassium, magnésium, calcium et de façon indirecte les phosphates. Les ions, ici PO4 liés au calcium. Alors, le pouvoir adsorbant des colloïdes, vous avez les caractéristiques, la CEC, la capacité d'échange en cations, qui est la quantité maximale des cations qu'un poids déterminé du sol peut retenir. Donc, il joue un rôle fondamental pour l'alimentation en éléments minéraux de la plante. Donc, ça, on l'a déjà vu. Donc, cette figure, il résume un peu le rôle et les fonctions des matières organiques, d'après Duparc et Rigal en 2006. Donc, vous avez les matières organiques des sols. Donc, ici, vous avez 6 rôles un peu majeurs, importants. Ils confèrent la fertilité physique des sols, la fertilité chimique, l'activité biologique ou la fertilité biologique des sols. Ils donnent une certaine qualité des cultures, qualité de l'eau et qualité de l'atmosphère. Alors, pour la fertilité physique des sols, donc on a vu que la matière organique il, donne une certaine stabilité structurale. Donc, par exemple, cette complexation entre l'argile et l'humus, donc qui donne une certaine forme d'agrégat au sol, qui est donc meilleure structure, c'est la forme en agrégat. Qui résiste à l'abattance, c'est-à-dire à la formation de croûte et à la désagrégation.
Et donc, si on a une bonne structure, on a donc une certaine porosité qui va permettre la circulation de l'eau et des sels minéraux et la rétention d'eau. Il peut retenir, une bonne structure peut retenir l'eau. On a vu par exemple que la structure argileuse, il retient beaucoup d'eau, la structure sableuse, il ne retient pas d'eau, et la structure argilo-humique, c'est une bonne structure qui peut, une bonne capacité de rétention d'eau. Donc, les matières organiques du sol, ils confèrent une certaine fertilité physique au sol et également une certaine fertilité chimique du sol par la capacité d'échange cationique. C'est donc par leur capacité à échanger les cations avec les solutions du sol, réserve d'éléments nutritifs et matières minéralisables. Donc, c'est une réserve pour les plantes grâce à ce complexe argilo-humique comme on a vu. Donc, on a une fertilité biologique. Donc, grâce à l'activité biologique des sols, vous avez l'humification et la minéralisation. Donc, on a des ressources de carbone, de minéraux et d'énergie pour les organismes. Et donc, d'autres qualités de l'atmosphère, par exemple, vous avez le stockage de carbone, la production de gaz à effet de serre, dégagement de CO2, qualité de culture, limite au prélèvement des polluants, des métaux et des pesticides. Donc, ils vont limiter le prélèvement des polluants et des pesticides parce qu'ils peuvent retenir les polluants. Donc, la matière organique peut retenir les polluants, les métaux et les pesticides qui sont produits dans le sol. Donc, voici les différentes fonctions du sol résumées. Alors, troisième point, l'évolution des matières organiques dans le sol. Alors, les matières organiques dans le sol, il va évoluer sous l'incidence de divers processus physiques, chimiques ou biologiques. Le processus physique correspond à la séquestration du carbone, qui est alors inaccessible par les micro-organismes. C'est-à-dire sous forme de complexe argilo-humique ou bien sous forme d'humus, il est difficile d'accès aux micro-organismes. Alors, quelles sont les transformations de ces matières organiques dans le sol? La transformation des matières organiques se réalise essentiellement par le processus de recombinaison, ce qu'on appelle l'humification, et la dégradation qui est la minéralisation. Alors, cette figure montre le cycle du carbone dans le sol. Vous voyez, donc on commence par le début, les apports de matière organique dans le sol. Vous avez les apports, ça peut être des résidus de récolte, des résidus morts ou bien lors de l'élagage, lorsqu'on coupe la plante. Vous avez de la matière organique qui provient du sol, par exemple des déchets des animaux ou bien des cadavres des animaux. Vous avez des fertilisations organiques apportées par l'homme. Donc, on a un certain apport de matière organique à la surface du sol qui va subir des enfouissements et des migrations dans le sol. Donc, les apports de matière organique, ils forment ce qu'on appelle la litière. Cette litière, il va commencer sa décomposition à la surface et continuer jusqu'aux profondeurs. Donc, cette litière, il subit une décomposition, une transformation plus ou moins poussée. Donc, il subit une humification pour former les matières organiques stables, ce qu'on appelle l'humus, puis il subit une minéralisation. Donc, c'est la dégradation complète des matières organiques. La minéralisation, il va donc former quoi? Les éléments minéraux. Ces éléments minéraux, ils vont soit être transférés à la plante par à travers les racines, ou bien il va être fixé sur le complexe argilo-humique, soit il va être transféré dans l'atmosphère sous forme de CO2, ici, soit il va être transféré dans l'eau en profondeur. Les éléments minéraux, ils peuvent passer en profondeur dans les nappes phréatiques ou dans les profondeurs de l'eau. Et vous avez une certaine quantité de perte de carbone par érosion ou des carbones solubles par lessivage qui vont passer dans les nappes phréatiques. Donc, les deux phénomènes de l'évolution des matières organiques de le sol, vous avez l'humification et la minéralisation.
L'évolution des matières organiques dans le sol, donc on va voir l'humification. L'humification est le terme servant à désigner la transformation de la matière organique facilement décomposable en matière humique, stable, dans des conditions écologiques normales, c'est-à-dire d'aération et de richesse chimique suffisante. Parce qu'en conditions anaérobiques, il y a la putréfaction, ou bien la tourbification, c'est-à-dire la formation de la tourbe. Pas de l'humus, mais un type de sol qu'on appelle tourbe, ou bien la putréfaction. La formation des produits stables, c'est-à-dire la formation de l'humus ou bien humification, consiste en des recombinaisons et des polymérisations de molécules organiques plus ou moins complexes. C'est-à-dire au cours de l'humification, il y a une reconstitution, il y a une recombinaison, il y a des polymérisations de molécules au niveau du sol. Par exemple, nous avons une fixation d'azote, une polymérisation par exemple, des polyphénols simples pour vous donner des molécules plus complexes. Donc, il y a une restructuration, il y a une recombinaison, une polymérisation de molécules organiques. La nature biochimique des matières organiques apportées au sol détermine le processus d'humification. Une des caractéristiques importantes de ce processus, c'est l'incorporation de l'azote dans les macromolécules humiques. Donc, parmi les recombinaisons, polymérisation, vous avez l'incorporation de l'azote qui conduit à un stockage d'azote sous forme organique dans le sol. Tout en partant des mêmes éléments précurseurs, la qualité des humus produits dépendra des conditions physico-chimiques qui règnent dans le sol, par exemple le pH, la teneur en oxygène, la teneur en base échangeable, en cation, seront déterminantes. Donc, va déterminer la nature de l'humus formé selon le pH, selon la teneur en oxygène. Nous allons voir, par exemple, lors de l'humification, selon le pH, on a des humus qui diffèrent. Alors, ce tableau représente une comparaison entre la composition chimique des tissus végétaux et celle de l'humus. Donc, on a ici comparaison entre les tissus végétaux, pourcentage de matière sèche et humus. Pourcentage ici en cellulose, hémicellulose, lignine, protéines et matières acides et matières aminées et les graisses et les tanins. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans les tissus végétaux en ce qui concerne la cellulose et l'hémicellulose? Les tissus végétaux sont à peu près plus riches que l'humus. Si on prend la lignine et les protéines azotées, qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, ici, la lignine dit à 30%, l'humus contient 35 à 55%. Les protéines 1 à 15, ici 15 à 45. Donc, l'humus, il s'enrichit en lignine et en protéines azotées que le tissu végétal. La graisse et les tanins à peu près les mêmes quantités. Donc, l'humus, ce qu'on voit ici, l'humus, il est plus riche en lignine et protéines et matières aminées, et les tissus végétaux sont plus riches en cellulose et hémicellulose. Donc, dans l'humus, il y a une dégradation de la matière organique, il y a une recombinaison, une transformation de la matière organique. L'humus est formé par les acides fulviques, les acides humiques et les humines. Alors, les acides humiques, ils constituent une des fractions les plus importantes de l'humus. Ils sont peu mobiles, mais ils sont capables de se lier plus ou moins fortement selon leur type avec d'autres corps présents dans le sol et en particulier avec l'argile. Ce sont les acides humiques qui se lient avec l'argile. Alors, dans ce cas, on parle d'acide humique gris. Le complexe formé avec l'argile ou complexe argilo-humique est très stable. Grâce à leur groupe fonctionnel hydrophile de type acide carboxylique, ils peuvent retenir environ 15 fois leur poids d'eau et jouent un rôle fondamental dans la rétention en eau et la réserve utile en eau d'un sol. Donc, ce sont les acides humiques qui donnent cette capacité de retenir l'eau dans le complexe argilo-humique.
Il existe également des acides humiques bruns qui constituent des composés relativement peu stables. Alors, les acides humiques, ce sont des polymères à haut poids moléculaire chargés négativement, de couleur noire à brun foncé. Ils résultent d'un processus de condensation oxydative des composés phénoliques et liés à des acides aminés, à des peptides et à des polysaccharides. Ils sont riches en carbone, mais ils sont moins riches en oxygène. Alors, les humines et les acides fulviques. Les humines ressemblent beaucoup aux acides humiques. Ils n'en diffèrent que par le fait qu'ils sont insolubles et se trouvent en association très étroite avec les matériaux inorganiques. Ils sont obtenus suite à la minéralisation secondaire de la matière organique humifiée. Les humines correspondent à la partie non extractible de cette fraction humifiée. Alors, la structure des acides fulviques, des acides humiques et des humines, elle est analogue. Elle présente des noyaux aromatiques reliés par des chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels à caractère acide. Sous certaines conditions, il y a polymérisation progressive des noyaux, diminution de l'importance des chaînes aliphatiques et des groupements fonctionnels, ce qui permet d'affirmer que l'évolution des substances chimiques peut être représentée par ce schéma-là. Vous avez les acides fulviques qui donnent les acides humiques, qui donnent les humines. Vous avez cette figure qui représente les composés humiques et donc ce qu'on vient de dire. Vous avez donc ici des noyaux aromatiques et des chaînes aliphatiques. Donc vous remarquez ici que tous ces constituants se distinguent par leur degré de polymérisation, c'est-à-dire la grosseur de la molécule. Celle-ci augmente depuis les acides créniques vers les humines. Les éléments de base servant à la synthèse de l'humus sont donc des molécules assez semblables à noyaux aromatiques, phénoliques ou bien quinoniques. Comme vous voyez ici, vous avez donc l'acide crénique composé de 3 noyaux aromatiques, poids moléculaire de 100 à 150. Vous avez donc ici les acides fulviques qui ont un poids moléculaire de 900 à 2000, et puis les acides humiques de 1000 à 100 000, et puis les humines de 10 000 à 500 000. Donc, ici, de plus en plus, on a de grosses molécules ayant des degrés de polymérisation plus importants depuis l'acide fulvique jusqu'à l'humine, avec moins de chaînes aliphatiques, comme vous voyez donc ici. Donc, cette figure, il montre l'humification des matières organiques végétales de type protides végétaux et glucides lignines. Donc ici, le produit final, c'est de grosses molécules d'acide humique, c'est-à-dire comment se forment les acides humiques, mais des grosses molécules d'acide humique à partir de la matière organique végétale, les protides végétaux, les glucides et les lignines. C'est-à-dire ici, on a des matières organiques aminées. Et ici, nous avons une matière organique de type glucides et lignines. Donc, on a des micro-organismes, des champignons, des actinomycètes et des bactéries qui vont décomposer les protides végétaux et les glucides. Ils vont les décomposer. Soit vous avez du gaz carbonique et plus l'eau qui se forme, soit des acides aminés et de l'ammonium qui se forment. Donc, sur les glucides et les lignines, ils donnent après décomposition des substances, ou bien après sans décomposition, des substances préhumiques, la lignine et la cellulose oxydée. Alors, les substances préhumiques, ils vont fixer l'azote. Donc, il y a une recombinaison de ces substances préhumiques, lignine et cellulose en présence de l'azote. Il y a une oxydation, une polymérisation. Et donc, ceci va vous donner des grosses molécules d'acide humique. Donc, ce schéma-là, c'est une formation d'acide humique à partir de la matière organique végétale de type protides et glucides et lignine. Alors, cette figure représente la suite de l'humification. Se fait à partir de l'humification de la lignine et du tanin.
Et les produits finaux, qu'est-ce que vous obtenez? Soit de l'humus d'eau, des acides humiques, soit les acides fulviques, soit accumulation de la lignine non décomposée. Donc, comme je vous ai dit, on parle du lignine et des tanins. Alors, sous 3 conditions. Si vous avez un milieu qui est aéré, le pH neutre, les bactéries aérobiques, les champignons qui dégradent la lignine, les champignons lignivores. Donc ici, vous avez l'humification de lignine en présence de ces conditions-là. Vous avez la polymérisation et la fixation d'azote va vous donner de l'humus d'eau, des acides humiques. Alors les acides fulviques, bien de l'humus brut, obtenu en milieu aéré, pH acide, en présence des champignons acidophiles. Donc vous aurez des polyphénols, tanins et produits solubles en présence des protéines non décomposées et après fixation d'azote, vous obtenez des acides fulviques. Ou bien en milieu asphyxiant et très humide et des bactéries anaérobies, vous avez la destruction de la cellulose associée à la lignine et une accumulation de lignine non décomposée. Donc, selon les conditions du milieu, vous aurez soit de l'humus d'eau, soit de l'humus brut, soit une accumulation de lignine non décomposée. Donc, nous avons vu que la matière organique dans le sol subit une humification, formation de l'humus, et subit une minéralisation. Alors, la minéralisation concerne l'ultime phase de la transformation des substances organiques et se traduit par la libération dans l'atmosphère et le sol des produits minéraux tels que l'eau, le gaz carbonique, l'acide nitrique, l'ammoniac, les sels minéraux solubles, potassium, calcium, etc. Donc, c'est le passage du monde organique au monde minéral. Donc, vous n'avez pas de, c'est-à-dire de liaison carbone, hydrogène, oxygène. Vous avez des minéraux, soit le CO2. Le CO2, vous avez c'est-à-dire la liaison carbone-oxygène, pas carbone-hydrogène. Donc, il n'y a pas de matière organique ici. Vous avez seulement des minéraux qui se forment. Ce processus se déroule en plusieurs étapes. On a une minéralisation rapide primaire qui concerne les matières organiques jeunes et la minéralisation secondaire, ou bien c'est la minéralisation de l'humus. La minéralisation primaire M1, c'est un processus assez rapide. Il aboutit à la libération de substances nutritives par désagrégation et dépolymérisation successive des matières organiques. Parmi ces substances, donc, on trouve l'eau, le CO2, l'azote nitrique, les phosphates, les sulfates, etc. Cette phase se déroule essentiellement sous l'action de la faune du sol et des microbes tels que les champignons et les bactéries. Ces matières minérales peuvent être assimilées, donc les matières minérales formées, ils peuvent être assimilées par les plantes, absorbées sur le complexe argilo-humique ou bien perdues par lessivage ou bien reprises par certains microbes pour la synthèse de l'humine microbienne. La minéralisation secondaire M2 est au contraire, et c'est un processus qui est très lent, il se fait à raison de 2 à 3% par an. Il affecte l'humus formé depuis de nombreuses années. Il libère des quantités annuelles d'éléments nutritifs considérables qui sont mis à la disposition des plantes. Donc, vous avez de la minéralisation rapide et une minéralisation qui est lente. Vous avez donc ici la figure qui représente la minéralisation primaire et secondaire. Comme vous voyez donc ici, vous avez des plantes et vous avez des animaux qui vont donc donner de la matière organique sous forme de litière. Donc, il y a cette litière, il va être décomposé par des détritivores, des vers de terre, des acariens, des collemboles. Donc en matière organique grossière, et puis il va être décomposé par des décomposeurs, bactéries et champignons aérobies et anaérobies. Donc ces décomposeurs, ils vont assurer l'humification, la formation de l'humus et la minéralisation. Donc la minéralisation directe, primaire, qui est rapide, il va vous libérer donc des NPK, du gaz carbonique, etc. pour la nutrition des plantes. Et vous avez de l'humus stable qui va se minéraliser lentement. Il va vous donner également des minéraux
C'est une minéralisation secondaire également qui libère également des minéraux à long terme et pour la nutrition des plantes. Alors, les principaux facteurs qui influencent le temps de résidence du carbone organique dans les sols. L'évolution du stock du carbone organique dans le sol résulte de l'équilibre entre les apports organiques et la vitesse de minéralisation. Les principales variables pédologiques, climatiques et anthropiques qui affectent le temps de résidence du carbone dans le sol sont les suivants. Donc, vous avez des facteurs pédologiques qui sont liés à la nature du sol, climatiques liés au climat et anthropiques liés à l'homme. Il affecte le temps de résidence, le temps de dégradation ou bien le turnover du carbone dans le sol. Nous avons des facteurs qui vont augmenter le temps de résidence et d'autres qui vont diminuer le temps de résidence. Lorsque vous avez le signe moins, ça veut dire que vous limitez le temps de résidence. Le terme plus, ça veut dire qu'on augmente le temps de résidence. Alors, parmi ces facteurs, vous avez la température. La température limite le temps de résidence. Pourquoi il limite? Parce que la minéralisation, il augmente avec la température. La minéralisation de la matière organique augmente avec la température, d'où vous avez le carbone, il est minéralisé. Le labour, il limite également le temps de résidence. Pourquoi? Parce que lorsque vous labourez, il y a une suppression de protection de matière organique du sol. Matière organique, il est protégé par exemple par de l'argile, par de l'aluminium. Lorsqu'on laboure, il va y avoir une désagrégation de cette matière organique et donc on va limiter le temps il va être minéralisé. Il va être non protégé, donc minéralisé. L'engorgement des sols et l'acidité est permanente, il augmente le temps de résidence. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, le sol est acide, il n'y a pas de décomposition de matière organique. Dans ce cas-là, il y a formation de la tourbe, il y a de la tourbification. La présence de l'aluminium libre, il augmente le temps de résidence. Parce que l'aluminium, il provoque une protection physique et physico-chimique du matière organique du sol. Donc ainsi, vous avez la protection contre la minéralisation. La teneur et la nature des argiles, il augmente le temps de résidence. Plus vous avez d'argile et vous avez des argiles de nature spécifique, on a formation des complexes argilo-émiques et donc protection de ces argiles, il protège la matière organique. Vous avez d'autres facteurs qui auraient tendance à augmenter le temps de résidence du carbone, comme par exemple la fréquence des anaérobioses qui induit un rendement microbien moindre. Donc l'activité du sol il diminue en absence d'oxygène. Donc on a une minéralisation qui diminue et ainsi on augmente le temps de résidence. La fréquence de dessiccation du sol. La teneur de carbonate de calcium et magnésium contribue à l'insolubilisation et l'absorption des matières organiques du sol. Donc également, c'est un facteur qui va augmenter le temps de résidence. La proportion de calcium, de magnésium échangeable et la teneur en calcaire actif assurent une protection physique des matières organiques du sol. Les carences en azote et phosphore également disponibles limitent l'activité des micro-organismes. Donc, voici en ce qui concerne les facteurs qui influencent le temps de résidence. Avec ce point-là, prend fin cette vidéo et on va continuer la dernière vidéo sur les caractères physico-chimiques et biologiques du sol avec l'activité biologique du sol.